Merci à vous, merci de m'avoir invité aujourd'hui, merci à l'Institut Schiller. Je vous remercie aussi d'être présent aujourd'hui, puis je vois que vous êtes tous intéressés par les routes de la soie, c'est très bien parce que c'est un projet tellement important qu'il faut le connaître. Moi je vais parler gros sous, je vais parler financement parce que ces infrastructures demandent beaucoup d'argent et bien sûr ça peut poser quelques problèmes. Et notamment dans les médias on parle souvent du piège de la dette. Je vais essayer d'expliquer cela, expliquer pourquoi on peut relativiser cette notion. Alors tout d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, le projet de la Belt and Road Initiative ou One Belt One Road ou encore les nouvelles routes de la soie, tout ça c'est la même chose. C'est un projet qui a été lancé par Xi Jinping en 2013 et qui vise, on va dire, à promouvoir la Chine comme la principale puissance commerciale mondiale. Et souvent, quand on parle des routes de la soie, on utilise des cartes avec les corridors maritimes, le corridor maritime reliant la Chine à l'Union européenne et l'Afrique, on a un peu parlé tout à l'heure, et aussi les différents corridors économiques terrestres reliant la Chine à la Russie, à l'Asie du Sud, à toutes ces régions. Dans les médias, quand on parle des nouvelles routes de la soie, on parle principalement des lignes ferroviaires, pour transporter des marchandises depuis la Chine jusqu'à l'Europe. On parle aussi des ports et des cargos. On se focalise sur le transport de marchandises. Mais en fait, l'initiative Belt and Road, c'est beaucoup plus que ça. C'est un projet multidimensionnel qui a aussi un programme spatial, un programme satellitaire, et c'est aussi le développement du e-commerce. Vous voyez sur cette carte, on se focalise sur l'Eurasie. Mais aujourd'hui, il y a plus de 120 pays qui ont signé avec la Chine un accord sur les nouvelles routes de la soie. Des pays très éloignés des anciennes routes de la soie, puisque le Chili, là on voit Madame Bachelet avec le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi qui ont signé un accord. La Jamaïque fait partie des routes de la soie. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est le cas. Et en fait, les routes de la soie, avant d'être un instrument, avant d'être des lignes ferroviaires, c'est avant tout un concept. C'est un concept qui a été défendu par Xi Jinping au sommet de Davos, au forum de Davos, durant lequel il a insisté sur la lutte contre le protectionnisme et la promotion du libre-échange. Et aujourd'hui, s'il y a autant de pays de par le monde qui s'intéressent aux nouvelles routes de la soie, c'est parce que la Chine propose un modèle économique qui les intéresse fortement, puisque la Chine a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté en moins de 40 ans. Alors pour les pays africains, pour les pays d'Asie, c'est le modèle à suivre. Mais c'est tellement un projet global, multidimensionnel, qu'il peut paraître un peu vague, notamment en Europe et aux États-Unis, puisque il y a deux concepts qui sont un peu différents en Chine et en Europe. C'est celui de la temporalité. Nous, en Europe, parce qu'on a des élections très régulièrement, on raisonne sur les 2 ou 3 prochaines années à venir. Si on ne fait pas de profit dans les 3-4 ans qui viennent, on ne fait pas de projet. En Chine, c'est un peu différent. L'horizon pour les nouvelles routes de la soie, c'est 2049, c'est le centenaire de la République populaire de Chine. Donc, ils ont le temps. Si un projet ne fonctionne pas dans les 10 prochaines années, c'est pas trop grave, on peut quand même se le permettre. Une autre différence, c'est que pour les Européens, le projet des nouvelles routes de la soie, c'est un projet chinois. Alors que pour les Chinois et pour beaucoup de pays asiatiques, les routes de la soie, c'est un projet mondial. Bien sûr, la Chine a une grande part, mais un pays comme le Pakistan a inclus la BRI dans son programme de développement national. C'est inclus dedans, donc c'est aussi national, c'est multinational. Et comme cette différence de compréhension, cette mauvaise compréhension, pousse certains observateurs à critiquer la BRI. Alors bien sûr, certaines critiques peuvent être admises. On peut se demander quelle est l'importance des entreprises d'État dans ce projet. On peut aussi se demander qui gouverne vraiment la BRI, qui prend les décisions. On peut s'interroger aussi sur l'environnement. C'est sûr que quand on construit des autoroutes, ça détruit de l'environnement, c'est certain. Il faut prendre ça en compte. Mais la question la plus importante,
c'est celui du financement de la BRI. Parce que pour certains, ça pourrait mener à la débâcle financière de certains États plus fragiles. Alors c'est sûr que la BRI, c'est un projet, je vous ai dit, gigantesque. On compte à plusieurs billions de dollars, et là je prends la définition française de billion, c'est milliers de milliards, c'est vraiment gigantesque. La Chine finance ces projets grâce à l'aide au développement. Maintenant la Chine donne autant d'argent aux autres pays que l'UE ou que les États-Unis. Ce projet est aussi financé par la finance internationale, mais aussi par la BAI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle banque de coopération. C'est la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures qui a été lancée par la Chine en 2016 et qui fonctionne un peu comme la Banque mondiale ou la Banque asiatique pour le développement. Et le dernier vraiment instrument qui permet de financer ces projets, c'est les prêts accordés par les banques chinoises. Et c'est cela qui pose un peu plus de questions. Beaucoup de think tanks, de centres de recherche ont affirmé que des États qui contractaient des prêts auprès des banques chinoises ne pouvaient pas les rembourser. Et donc ça permettait à la Chine d'augmenter son influence grâce à ces prêts. Mais c'est un peu plus compliqué. Alors c'est vrai que les sommes en jeu sont énormes. L'Éthiopie, pour la construction de sa ligne entre Addis Abeba et Djibouti, a emprunté 2,5 milliards de dollars. Le Laos, pareil, 6 milliards pour sa ligne reliant le Laos à la Chine. Le Pakistan, qui est le premier bénéficiaire des projets de la Belt and Road, a emprunté pour au minimum 20 milliards de dollars. Donc ce sont des sommes immenses, bien sûr, mais c'est des sommes qui sont nécessaires pour leur développement. Comme l'a affirmé le Premier ministre laotien, je reprends ces mots, si nous n'empruntons pas, le Laos, l'un des pays les moins avancés, ne pourra pas progresser. Et c'est un constat qui est fait aussi par les grandes institutions internationales. Pour la Banque asiatique pour le développement, l'Asie a besoin de 26 billions de dollars pour 2030. C'est aussi le constat de la Banque mondiale, qui affirme dans son dernier rapport qu'il faut 100 milliards de dollars par an pour l'Afrique, parce que l'urbanisation est juste à son premier stage, son premier niveau en Afrique. Et si on veut construire les routes nécessaires, si on veut construire les villes nécessaires avec l'énergie, l'eau, toutes ces infrastructures, eh bien, il faut dépenser de l'argent. Et aujourd'hui, la Chine est la source d'argent la plus accessible pour ces pays. Alors, je vais vous parler du port d'Hambantota, qu'on a un petit peu parlé avec M. Chiang tout à l'heure, parce que souvent dans les médias, c'est de cet exemple qu'on étudie le plus et dont on s'appuie le plus pour démontrer un piège de la dette. Et là, je vais vous montrer que c'est un petit peu différent. Hambantota, c'est le petit cercle rouge là au sud du Sri Lanka. Ce port, la première phase de construction a été décidée en 2010 grâce à un financement chinois de la China Exim Bank de 300 millions de dollars. Mais au début de ce port, eh bien, ça n'a pas trop fonctionné. Il a peiné à attirer des navires étrangers. Mais en même temps, la dette du Sri Lanka a augmenté. Elle est passée à 6 milliards de dollars auprès des banques chinoises. Et c'était très important pour eux. Et donc, en fin 2017, la Chine et le Sri Lanka ont passé un accord pour réduire la dette d'environ 1 milliard de dollars, mais en échange, Colombo, la capitale, enfin le Sri Lanka, allait accorder le port d'Hambantota en concession à une entreprise chinoise pour 100 ans. Alors dans pour tous les observateurs occidentaux ou d'autres observateurs, c'est une perte de souveraineté pour le Sri Lanka. Vous vous rendez compte, le pays donne son port en échange d'1 milliard de dollars. En fait, c'est quand même très différent. Déjà, c'est juste une gestion de port, c'est déjà différent d'une cession. Et il faut savoir à qui elle l'a donné. Elle l'a donné à une entreprise qui s'appelle China Merchants, qui est leader de la logistique portuaire dans le monde. Il y en a deux, il y a deux chinoises, c'est Cosco et China Merchants. Et depuis que le port est géré par China Merchants, le nombre de navires qui s'est arrêté
à Hambantota a presque doublé, passé de 180 à 300. Donc, ça bénéficie bien sûr à l'économie sri-lankaise. Deuxième chose, il ne faut pas prendre les Sri Lankais pour plus naïfs qu'ils ne le sont. Eux aussi, ils savent qu'ils peuvent profiter de cet accord. Parce que le port d'Hambantota, par exemple, il est né de la volonté très forte d'un ancien Premier ministre sri-lankais. Et après, il a été remis en cause par un autre Premier ministre. Puis après, il a été réaccepté quand il y a eu une opposition politique qui a remporté les élections. Donc pour mettre à l'abri, on va dire, le port d'Hambantota pour qu'il n'y ait plus d'arrêt d'activité, de reprise, de ne pas savoir trop où on va, c'était beaucoup plus simple de le confier à une entreprise chinoise qui était extérieure aux rivalités politiques locales. Un autre point important, c'est que le Sri Lanka, jusqu'à très récemment, était sous l'influence de l'Inde, son grand voisin, et en donnant cette concession à une entreprise chinoise, ça permet de rééquilibrer les échanges entre la Chine et l'Inde. Et ça permet de profiter de la rivalité ambiante, puisque le Sri Lanka a un accord, par exemple, de libre-échange avec l'Inde, et on a un autre en préparation avec la Chine. Et ce qui est assez amusant à voir, c'est que parce que la Chine a investi dans le port d'Hambantota, ça a poussé les Indiens, eux, à investir dans l'aéroport d'Hambantota. L'aéroport d'Hambantota, c'est ce qu'on a appelé auparavant un aéroport fantôme. Il y avait 1 ou 2 liaisons aériennes par semaine. Voilà, c'était un peu un aéroport qui était créé, ce qu'on appelle un éléphant blanc, qui était créé juste pour faire plaisir à certains politiques. Mais puisque les Chinois investissent dans le port, ça pousse d'autres États à s'intéresser à ce qui se passe à Hambantota. Et c'est la même logique qu'on peut retrouver à peu près partout dans les pays qui accueillent des investissements de la BRI. On peut prendre aussi le Pakistan. Parce que la Chine investit des milliards au Pakistan et crée les infrastructures nécessaires, ça pousse d'autres investisseurs, comme des États du Golfe, l'Oman et l'Arabie Saoudite, à investir eux aussi massivement au Pakistan. Il y a eu un accord là, qui a été signé en janvier dernier, suite à la visite du prince héritier saoudien au Pakistan, sur la construction d'une centrale d'hydrocarbures, l'une des plus importantes au monde, qui va être inaugurée à Gwadar. L'Arabie Saoudite a investi 2 milliards de dollars dans ce projet. Donc tout ça, c'est parce que la Chine investit dans les infrastructures. Donc bien sûr, il y a des dettes, mais ces dettes servent à construire quelque chose par la suite. On peut aussi voir qu'il y a aussi une évolution du financement. Jusqu'à maintenant, ce financement était surtout réalisé par des banques chinoises, mais comme il y a un léger ralentissement de l'économie chinoise de manière domestique, les banques chinoises maintenant privilégient les projets plus qualitatifs sur la quantité. Donc elles se concentrent sur des projets qui seront beaucoup plus intéressants financièrement dans les prochaines années. Et en même temps, grâce à ces investissements réalisés, les banques étrangères, et notamment les banques européennes, sont de plus en plus présentes dans le financement des projets de la BRI. Il y a Standard & Chartered qui va investir 20 milliards de dollars dans les prochaines années. Mais aussi, par exemple, on peut noter que les principales places financières impliquées dans la BRI, bien sûr, il y a Hong Kong et Shanghai, mais la troisième, c'est Londres, et c'est aussi le Luxembourg. Donc on voit que les projets de la BRI sont de plus en plus internationaux. Oui, il y a aussi une coopération entre toutes les banques chinoises et étrangères, puisque jusqu'à maintenant, il faut quand même le dire, les banques européennes notamment ont une expertise très forte dans la conduite de projets internationaux, que les banques chinoises ont la capacité à financer, mais ont encore un petit peu de retard dans l'expertise à mener ces projets. Alors les prochaines évolutions qui doivent être effectuées par la Chine, c'est celle de la transparence, l'attribution des marchés. C'est en train de se faire, puisque si on veut attirer des capitaux étrangers, si on veut que les banques étrangères
interviennent dans nos projets, il faut que nos projets soient plus transparents, parce que les banques étrangères ne vont pas investir si elles ne savent pas où va l'argent. Il y a aussi la question de l'environnement, c'est une question qui est très importante dans la BRI, et puisque la Chine est maintenant le leader des énergies renouvelables, créer des projets environnementaux dans les pays qui reçoivent des projets de la BRI, eh bien c'est intéressant aussi pour les entreprises chinoises. Et un dernier point, c'est celui de la coopération internationale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la BAI, la Banque asiatique pour les investissements pour les infrastructures. Eh bien, cette banque, qui a été créée en 2016, sous l'impulsion de la Chine, en fait, jusqu'à maintenant, elle ne conduit aucun projet toute seule. Elle le fait toujours en coopération avec la Banque mondiale ou la Banque asiatique pour le développement. Donc on voit que une plus grande coopération qui se fait. Et même au niveau européen, cela se fait aussi. Dans un document paru il y a quelques mois, un document de la Commission européenne, et la Chine est qualifiée de rivale systémique de l'Union européenne. Alors bien sûr, ça n'a pas vraiment plu à Beijing, mais en fait, ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, la coopération est très forte entre la Chine et l'Union européenne, notamment sur les routes de la soie. Vous avez sûrement entendu parler de l'Italie qui a rejoint les nouvelles routes de la soie il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, la majorité des États membres de l'Union européenne font partie de la BRI. Tous les États d'Europe de l'Est, à l'exception de certains, mais c'est vraiment marginal. Dans l'Europe occidentale, nous avons bien sûr l'Italie, mais nous avons aussi le Portugal, nous avons aussi le Luxembourg. Et si la France, l'Allemagne, les grands États entre guillemets, de l'Union européenne ont encore refusé d'être officiellement associés à la BRI, eh bien, en réalité, beaucoup d'entreprises allemandes ou françaises participent à des projets de la BRI. Et donc oui, les institutions européennes sont impliquées dans ce projet. Par exemple, en septembre dernier a été dévoilé le projet de connectivité Europe-Asie par la Commission européenne et est écrit qu'il serait intéressant de connecter les réseaux européens, les TEN-T corridors, au prochain corridor de la BRI. Au dernier sommet de sino-européen, dans le communiqué de presse, eh bien, est textuellement écrit qu'il y aura on va chercher une coopération sur les routes de la soie entre l'Union européenne et l'Asie et la Chine. En fait, le plus gros problème au niveau européen, ça se situe à l'intérieur des frontières de l'Europe. C'est que, par exemple, en Méditerranée, il n'y a pas vraiment de coopération sur la Belt and Road, et bien sûr la Chine en profite un peu. En France, nous on veut pousser absolument le port de Marseille. En Italie, ils poussent Trieste et Gênes. Et donc ça crée plutôt de la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne, et c'est ça qui pourrait en fait créer un obstacle à la réalisation des routes de la soie au niveau européen. Donc je vais finir sur ce point, parce que j'ai déjà un peu dépassé le temps. Non, voilà. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par les routes de la soie, à visiter notre site, Au bord Europe, qui suit l'actualité de la Belt and Road Initiative avec un aspect un peu plus européen. Voilà, je vous remercie.